Merci, Monsieur Attal, pour l'introduction, mais toujours est-il que je suis très content d'être à Béjaïa, parce que être à Béjaïa, pour moi, c'est un événement en soi. Pour rigoler un peu, j'ai jamais mis les pieds à Béjaïa, moi. Donc ça s'en fout un peu, mais j'ai beaucoup entendu parler des étudiants de Béjaïa. J'ai entendu parler par ceux qui sont venus à Constantine, des étudiants comme vous, qui sont chez moi. Et aussi, comme je suis un fan de Facebook, donc il m'arrive de discuter avec pas mal d'étudiants parmi vous. On m'a dit qu'il y a un bon esprit, il y a de la volonté. Si je suis venu aujourd'hui discuter un peu, examiner avec vous un aspect de ce que je vais présenter, ça n'empêche pas que ça me tente de venir un jour, pourquoi pas l'année prochaine, vivre à Béjaïa, je ne sais pas, Mektoub. Donc on va passer quelques minutes ensemble. Je ne vais pas vous donner du savoir, mais c'est juste un prétexte à un débat qu'on va discuter. Ça peut être sur le débat, sur le sujet, comme ça peut être un débat ouvert. Parce qu'avec M. Attar, il m'a parlé de design urbain, beaucoup de questions qui se posent. On peut répondre, on peut apporter notre petit savoir au service de l'étudiant. Parce que, quand même, le minimum requis dans cette salle, c'est un baccalauréat. Donc le moins gradé parmi nous a un baccalauréat. Et on sait pertinemment que le baccalauréat, c'est pas du n'importe quoi, c'est le seul diplôme valable et reconnu en tant que tel. Parce que tous les diplômes, on peut les avoir par ancienneté, on peut refaire, mais le bac reste le bac. Donc on peut dire qu'on est un peu chanceux d'être en face de la crème, Le sujet qu'on va essayer d'introduire aujourd'hui, c'est juste un prétexte pour développer une idée. L'idée est que le choix d'un sujet de débat peut provenir de n'importe quoi. Là, dans mon cas, beaucoup parmi vous se posent la question. Si on voit le titre, il y a 3 aspects en même temps. Qu'est-ce qu'ils ont à voir l'un avec l'autre? Projet urbain, oui, c'est nouveau. Espace vert, on connaît un peu. Tradition coranique, c'est un peu ancien. Donc, mais mélanger les 3 choses ensemble, ça pose des questions. Et je sais que vous vous posez des questions. On va voir à travers le résumé. Donc, je vais essayer d'introduire globalement, brièvement, parce que le cours, c'est pas un cours, donc, mais c'est juste un débat. On va examiner un peu brièvement la question de projet urbain. D'habitude, nous, on a été habitués, moi et ma génération, à penser urbanisme. Dans votre génération, vous pensez différemment. Donc, vous pensez projet urbain. Et lorsqu'on parle de projet urbain, la différence qui existe avec ce que moi, j'ai eu comme enseignement dans mon temps, on m'a appris que l'urbanisme, c'est quelqu'un dans un bureau qui va prendre des instruments de travail, dessiner, aménager l'espace, l'organiser. Dans votre cas, projet urbain, ce n'est pas la même chose. On ne peut pas envisager la question de projet urbain dans un laboratoire ou bien dans une salle d'atelier. On doit être en contact avec des gens, les écouter, décider avec eux. Et là, vous avez les 4 éléments que j'ai essayé de placer. 1, 2, 3 et 4. Donc, il y a d'abord une stratégie. La stratégie, malheureusement, je l'ai mis avec le numéro 4. On doit avoir une stratégie. Une stratégie, pas uniquement stratégie dessinée, mais une stratégie pensée. Parce qu'on va penser quoi faire et comment faire. On va élaborer une méthodologie pour aboutir à un but bien précis. Que sera l'espace? Que sera la ville de demain? Et c'est une question cruciale, c'est un projet en soi. Que veut-on? Que doit-on faire pour arriver au but? Et tout ça,
part d'un processus. Donc il y a des étapes, des échéances qu'on va essayer de développer dans le temps et dans l'espace. Ceci va nous amener à ne pas travailler en solo. On n'est pas des décideurs, on ne fait partie que d'un ensemble de décisions qui est l'architecte, il y a l'architecte, le client, l'usager, les intervenants, administrateurs et aussi les résidents, les occupants, les usagers qui vont occuper l'espace, le vivre. On ne peut pas projeter un espace social sans consulter la société. Beaucoup de projets ont subi un échec, c'est parce que la société n'a pas été consultée. L'exemple le plus frappant que j'ai eu l'occasion de lire, de développer dans mes travaux, les Halles de Paris. Les Halles, c'était un petit marché en plein cœur de Paris qui avait sa population, ces gens qui le fréquentaient, il y avait une vie, il y avait du mouvement, il y avait du goût, il y avait un lieu. Et tout d'un coup, l'État français décide de ramener le plus grand architecte. Ils font les Halles de Paris, les nouvelles Halles de Paris. Grandiose, une architecture futuriste. Ça donne un espace luxueux, mais vide. Parce que ni les commerçants, ni les usagers n'ont accepté de déménager. Et c'est devenu un espace sans âme. Et toute la vie qui était dans les anciennes halles de Paris n'a jamais suivi les nouvelles halles de Paris. Donc, on peut construire l'espace, mais quand on détache l'espace de ses usagers, de sa population, l'espace ne va jamais fonctionner tel que nous, dans les laboratoires, dans les ateliers, on essaie de le concevoir. Donc, dans tout ce processus, il y a l'association des usagers, des décideurs qui vont décider. L'usager va dicter un peu sa manière de faire, ses goûts, ses couleurs, ses besoins. Donc il va nous dicter un échantillon, un aperçu de ce que sera l'espace de demain en fonction de l'usager qui est, en fin de compte, le seul et unique pratiquant de l'espace. Et c'est lui qui va donner la vie à l'espace. On peut prendre n'importe quel espace dans le temps, ça restera un espace sans identité. On ramène une population bdjaoui, on la met dans l'espace, avec les habitudes, les coutumes, les us, tous les comportements, ça restera un espace qui s'identifie avec la ville de Bdjaya. Ses couleurs, ses teintes, ses manières de se comporter. On ramène le même espace, on le vide encore une fois, on ramène cette fois des Oranais. Ils sont algériens, comme les Bdjaouis, mais ils ont d'autres formes de comportement, d'autres tenues vestimentaires, d'autres mœurs, et l'espace va fonctionner différemment. Maintenant, si on ramène le japonais, le chinois, le français, l'occidental en général, c'est d'autres mœurs, d'autres comportements. Donc l'espace, ce n'est pas l'espace géométrique, ni l'espace architectural qui devrait fonctionner, c'est beaucoup plus l'espace social. Il faut lire Lefebvre, qui a écrit beaucoup sur ça, il nous donne un aperçu sur l'espace social. Donc j'ai brassé brièvement la notion de projet urbain. Donc il se décide, le projet urbain, on a vu la finalité du projet urbain. Maintenant, à quel niveau ça s'organise? Dans mon cas, j'ai essayé de prendre plusieurs niveaux. Ça, c'est les niveaux dans la littérature, donc on trouve tout ça dans les écrits, dans les livres. Ça ne m'appartient pas, c'est pas moi qui ai mis ça, c'est des auteurs avant moi. Ils ont parlé que les échelles d'impact du projet urbain peuvent être à différents niveaux. Il y a des niveaux locaux, des niveaux régionaux et d'autres nationaux. Donc, ça dépend de la grandeur du projet et de l'impact que peut avoir le projet sur son environnement. Il y a des projets qui fonctionnent à l'échelle de quartier,
d'autres qui fonctionnent à l'échelle d'une ville, d'autres par contre qui peuvent fonctionner à une échelle plus grande, régionale, nationale, peut-être mondiale. Il y a beaucoup de métropoles internationales qui ont leur impact, qui ont leur poids dans le système de fonctionnement mondial. Donc vous voyez, j'ai essayé local, régional et national. Maintenant, l'inspiration, c'est ça qui m'intéresserait pour développer ce que je vais développer. C'est que maintenant que mon exposé va commencer. J'ai mis en bleu ce que je veux vous communiquer, parce que ce que je communique, il y a l'inspiration. On peut supposer un projet qui va avoir un impact régional, national ou local, mais un impact, de quel type d'impact s'agit-il finalement? Il peut y avoir un impact économique. On fait un projet qui va avoir un impact économique, développer la notion de travail, assimiler le chômage, ça c'est économique. On peut s'inspirer d'un aspect social qui va développer d'autres modes de comportement. On a vu beaucoup de projets mondiaux qui ont développé d'autres formes de comportement, tels que on a vu à Paris, par exemple, le centre Beaubourg, lorsqu'il a été fait, on a fait appel à des architectes qui ont ramené de la nouveauté dans l'imagination de l'espace architectural, des tubes, des tuyaux et tout, avec une structure un peu différente par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Ça a donné un impact visuel, peut-être par rejet, peut-être par acceptation, mais avec le temps, ça a fini par s'appuyer, devenir un objet dans l'espace, un objet à vocation pas uniquement régionale, pas uniquement nationale, mais mondiale. L'inspiration culturelle, idéologique, donc on peut développer des projets, beaucoup d'architectes contemporains ont développé beaucoup de projets qui ont eu un impact vraiment très important et très intéressant sur le développement des rapports culturels entre les nations, entre les individus, entre la ville et la ville, etc. Mais ce qui m'intéresse enfin, c'est le dernier, parce que mon deuxième sujet, parce que le premier, il s'appuie sur l'inspiration sociale, mais le second, je vais parler de cette sacralité sociale. C'est lorsqu'on associe la notion de religion dans la projection de l'espace. Lorsque je parle de projection de l'espace, je signifie la projection architecturale et ses impacts dans la définition spatiale. Là, je parle de la sacralité sociale. Lorsqu'une société attache beaucoup d'importance à un objet, il devient très important, il devient iconique, il devient identitaire, on s'identifie à l'objet. On va examiner en premier lieu la notion d'inspiration sociale. Là, je vous ramène un projet qui n'est pas algérien, mais lorsqu'on parle de Central Park, on ne pense pas à Tokyo. On ne pense pas à Addis Ababa. On va dire Central Park, c'est New York. Donc il y a la notion de New York qui s'attache au concept Central Park. Central Park, c'est un mot, c'est un nom, mais qui s'identifie par rapport à un espace, à une identité d'une ville bien connue, New York. Pourquoi Central Park? Parce que c'est une action sociale. Sociale, pourquoi? Parce que un jour, la commune a été pour acheter un terrain, 5 millions de dollars. Un terrain qui fait 341 hectares. C'est énorme. Actuellement, les 5 millions de dollars de l'époque, c'était beaucoup d'argent. Mais la commune de New York a investi sur la périphérie de la ville de New York pour acheter un terrain, ils ne savaient pas quoi faire. C'est un terrain des réserves foncières pour l'extension de la ville. Donc ça peut être des logements, ça peut être des bâtiments. Ils l'ont acheté. C'était un coût qu'ils ont dépensé donc pour agrandir la ville de New York. Mais il y avait quand même de l'intellectualisme chez certains, entre autres. On a Cullen Bryant. J'ai écrit que c'est un poète, un journaliste qui a contacté ses amis. Venez mes amis, il y a un projet dans ma tête.
Donc un projet qui émane de la société. Donc il y a des individus qui se sont réunis, ils ont constaté que la commune a acheté un terrain, ils avaient une idée. Si vous avez un peu l'acuité visuelle, vous allez un peu lire le bas du texte. Oui, il parle de projet de société. Parce que à l'époque, il y avait New York, il y avait le crime, il y avait la boisson, il y avait pas Coca-Cola. Et des assassinats, donc il y avait du crime. Et il a pensé que, en faisant une petite intervention sur l'espace, à travers la valorisation de l'espace des friches urbaines que la commune a achetées, il allait développer un espace vert, et que l'espace vert va drainer la foule, va changer son comportement, l'éloigner de la boisson, du crime, et on se pose la question, comment qu'un arbre, un gazon, va changer tout ça? Et on va voir que ça a changé, parce qu'un arbre ne peut rester un arbre. Un arbre peut devenir un lieu, une activité. Un tapis gazonné, c'est pas juste visuel, c'est un espace qu'on va pratiquer. Et on va voir ce petit impact d'une petite décision, d'un petit groupe d'amis qui se sont réunis avec la commune, exiger le développement de l'espace, pas en espace bâti, mais beaucoup plus en espace paysager. Et ça a donné que les 341 hectares qui ont coûté 5 millions de dollars, qui en 1853 étaient une somme, ce rectangle de 4 km de long et 800 mètres de large, ils ont fait appel à quelqu'un qui avait une personnalité. Pour ceux qui vont examiner le sujet de l'espace vert, Lowell Olmsted est l'un des pionniers de ceux qui ont eu l'audace de s'intéresser au paysagisme lorsque tout le monde parlait architecture. Ce n'est pas pour vous vanter l'idée que laissez passer l'architecture faite du paysagisme. Mais je vous garantis une chose, j'étais chez le Wally, il était là devant moi, je suis venu par derrière, je l'ai pris par les hanches, il s'est retourné un peu. Qu'est-ce qu'il a, ce bonhomme? Moutou, c'est moi. Il a dit, qu'est-ce que vous voulez? Moutou, je suis intéressé par quelque chose. Quoi? Constantine, en contrebas du pont géant qui se construit, en face du pont Sidi Rachid, il y avait des gourbis, il y avait un bidonville géant, quelques 70 hectares. Goutlou, je suis intéressé par les 70 hectares de la réserve du Bardo. À ce propos, le nom Bardo, c'est turc. Le concept du mot, son étymologie en langue turque, signifie jardin. Donc, à la base, l'espace était l'un des vergers de la ville lorsque la ville était à l'intérieur de ses remparts. La ville s'est développée, des exodes ruraux ont fait que des bidonvilles se développent dans la périphérie. Je suppose que Bidjaya sûrement a connu les grandes époques des exodes. L'un en 1936, suite à la famine, et un autre juste après l'indépendance, en 1966. Et il m'a répondu, pourquoi les 70 hectares en contrebas de la ville? J'ai dit que j'avais un projet que j'ai dessiné, que j'ai élaboré, que j'ai exposé à mes amis, à mes collègues, à beaucoup de gens, et que je suis intéressé de développer pour Constantine. Et il me pose la question, avez-vous une association? J'ai dit non, je suis un individu, enseignant à la fac. Et êtes-vous paysagiste? J'ai dit non, je suis architecte.
Eh bien, monsieur, je ne peux rien faire pour vous. J'ai besoin d'un paysagiste. Et là, je me suis posé la question. Il n'y a pas de paysagiste à Constantine. Il m'a dit, pouvez-vous me trouver un paysagiste? J'ai cherché dans ma tête, je ne connaissais personne. J'ai entendu parler qu'il y avait quelqu'un à Béjaïa, mais je ne sais pas si réellement il est. Donc finalement, le projet est tombé à l'eau. On a fait appel à l'idée que j'ai développée, mais le bureau, ils ont fait un concours international qui a ramené des Portugais, des Suisses, des étrangers, et ils ont eu le projet, pas comme un projet d'architecture, avec le tableau national du coût de pourcentage des études. Parce que si l'étude architecturale, on la calcule à partir d'un coût sur un tableau national, les études paysagères, on peut chiffrer le chiffre comme on le veut. Et ça m'a donné aussi l'idée de penser à la notion de design urbain. Parce que j'ai reçu la visite d'un Français qui est venu à Constantine, je l'ai emmené avec moi se balader, c'était un jeune plein de dynamisme, un paysagiste de Versailles, avec lequel j'ai discuté sur beaucoup d'aspects. On a visité les espaces verts de Constantine, les forêts de Constantine, et on a en tête beaucoup de choses pour la ville, en association. Mais ça, c'est Constantine. Mais ce qui m'intéresserait dans mon cas, c'est que chacun dans son petit coin, chacun dans sa petite ville, ou bien sa grande ville, va développer l'idée de penser quand même un espace futur, un espace de la ville où l'espace bâti n'est pas maître, où on peut concilier un peu d'espace dur, minéral, et un peu d'espace végétal. Parce que ailleurs, dans le monde, la notion de jardin, de parc, de trame verte, de structure verte, de ville-parc, les gens sont partis très loin. J'étais en contact avec Anne Beer d'Angleterre, qui est en retraite, et la dame a fait de la théorie. Et elle ne se contentait pas de faire des espaces verts en ville. Vous imaginez qu'est-ce qu'elle a fait? Ou est-ce qu'elle a poussé la réflexion? Elle a poussé la réflexion que tous les espaces de la ville doivent être interconnectés entre eux. Pour permettre à quoi? Pas pour les individus de cheminer d'un espace à un autre, où il y a une voie goudronnée qui sépare un espace vert d'un autre espace vert. Elle a pensé aux petits animaux, pour permettre aux petits animaux de se déplacer entre ce jardin, ce parc, cet espace vert, et l'autre espace vert à l'autre extrémité de la ville. Lorsqu'on parle des animaux, je ne fais pas allusion aux lapins, aux loups. Là, je parle des petits insectes. Les petits insectes qui ont du mal à se déplacer. 1 kilomètre pour l'individu, à pied, on va le faire en 20 minutes. Mais un insecte, escargot ou autre, pour se déplacer le 1 kilomètre, bon, imaginez combien de temps il va durer. Donc, ça a permis à travers la structure verte, la trame verte, aux animaux, sans être écrasés par le véhicule, sans être écrasés par les individus, ou bien piétinés par la race humaine. Donc, on est arrivé à cette étape d'aménagement, et ça a été fin prêt en 1873. L'aménagement a été terminé. Maintenant, qu'est-ce qui a été fait? Ils ont aménagé. Olmsted a conçu un plan, on a commencé à aménager, il y a plus d'un siècle, ça a été terminé. Et vous avez un peu ce qui a été fait. Vous voyez que l'idée d'acheter un terrain, l'idée de penser avec ses copains à changer un peu la société, ça a drainé tout ça, des sommes d'argent, parce qu'un arbre, ça coûte. On doit acheter l'arbre, on doit acheter le gazon, on doit acheter tout ça. Et ça a donné 3 millions de mètres cubes de terre. Pourquoi de terre? Parce que il faut ramener la bonne terre. Parce que ceux qui travaillent leur jardin savent que la qualité du 5 juillet, lorsqu'il a été fait pour le gazon, c'était une terre argileuse que l'Algérien,
qui a signé le contrat avec la société hollandaise, a ramené, et ça n'a jamais donné un stade du 5 juillet qui s'est finalement effondré et le gazon détérioré, arraché. Donc il y a 3 millions de mètres cubes de terre, de la bonne terre. Il y a 500 000 arbres. Il n'en reste que 250 000. Malheureusement, nous les êtres humains, on saccage tout. Donc la moitié a été saccagée. Et c'est immense, 250 000. Nous, on se contente de parcs et de jardins urbains à 100 arbres, 200, 300. À Constantine, pour le pont géant, ils ont enlevé 3 000 arbres. Ils ont ramené des espèces animales, 200 espèces d'oiseaux. Et tout ça, vous avez beaucoup de travaux qui ont été faits avec le temps. En Algérie, pour les années en cours, on dénombre environ 2,5 millions de touristes sur tout le territoire national, de Tamanrasset à Béjaïa. Et des frontières tunisiennes aux frontières marocaines, on reçoit de la visite des gens qui viennent en Algérie dépenser de l'argent, de la devise, 2,5 millions. Là, Central Park, à lui seul, en tant qu'espace, 341 hectares, comparé aux 2 millions de kilomètres carrés du territoire national avec toute la diversité paysagère et climatique, ça a drainé 37 500 000 touristes. Vous imaginez 37 millions de touristes qui viennent dépenser de l'argent, fréquenter l'espace, lui donner une vie. Mais ça, c'est pas arrêté là. C'est parti plus loin que ça. Vous voyez que l'idée de faire le parc, l'idée de développer un espace vert, a drainé tout ça. Ça, c'est les équipements qui ont suivi le développement de l'espace. On en dénombre 100 hectares de pelouse. Vous voyez 100 hectares de pelouse. De quoi faire le jogging matinal chaque soir, chaque matin, pour toute Béjaïa. Et 60 hectares de lacs et de cours d'eau. Donc il ne s'est pas contenté de faire du vert, mais aussi du bleu. Il y a 52 hectares de forêt. Et si on suit le raisonnement, on n'arrive pas à une centaine de bancs publics. 9000 bancs publics pour permettre aux familles, aux femmes enceintes, aux vieux, de se reposer dans un espace et de voir, de contempler l'espace, parce que visuellement, l'individu a des besoins psychologiques qui lui permettent de se reposer par rapport à un contexte paysager qui va le reposer, qui va lui donner ses besoins sentimentaux, intellectuels, etc. Et ça s'est pas arrêté là. Il y a 26 terrains de jeux de ballon, 21 terrains de jeux libres, donc pour les gens qui vont innover un jeu. Parce que nous, les architectes, généralement, on conçoit un espace, on lui donne une fonction. Ce que j'appelle, par rapport à ce que disait Bentley dans son livre Responsive Environment, il parle de la robustesse de l'espace. Un espace robuste, c'est un espace qui offre une diversité d'appropriations différentes. Donc, lorsque vous concevez un espace, ne vous contentez pas de lui donner une fonction, mais de chercher à lui donner plusieurs fonctions à la fois. Entre le matin, l'après-midi, le lundi, le mardi, les jours fériés, les jours de travail, l'activité de l'espace, à travers cette robustesse que l'architecte choisit, il va lui donner une forme d'appropriation entre les jeunes, les vieux, les moins jeunes, les moins vieux. Toutes les catégories vont pratiquer l'espace. Mais lorsqu'on pratique l'espace, on va découvrir des activités qui n'étaient pas programmées. Donc on va innover des activités, on va créer de nouvelles activités. Et finalement, on va constater que tous ces éléments ont donné ça. On a dénombré autant d'activités que d'espace. Et vous voyez que si on parle de pistes de vélo, pistes pour chiens, parce que les crottes de chiens, c'est un problème. Nous, en Algérie, je pense que le problème ne se pose pas autant. J'ai été à Marseille,
Croyez-moi, vous êtes en plein cœur de la ville. Et vous risquez de glisser. Et on ne glisse pas sur une crotte de chien. On tombe aussi sur une autre crotte de chien. Donc le problème des odeurs, c'est un grand problème. Là, ils ont essayé de dénicher une structure de cheminement, des pistes pour chiens. Des pistes pour chiens. Bon, ça sont faux. Nous, on a horreur des chiens. Bon, il y a des restos, il y a plein d'équipements que vous voyez et aussi plein d'activités qui se sont développées pas en tant que programmation lors de l'esquisse que l'architecte Olmsted a conçue, mais des activités qui prennent place. Et là, c'est notre sujet d'activité. Je ne veux pas vous entraîner sur le volet des activités. Je ne veux pas vous berbérer. Berbérer, c'est derja, on dit berber. C'est pas berbériser. Donc, je ne vais pas vous dorloter avec plein d'activités parce que c'est notre volet que l'architecte peut examiner et c'est un volet très, très, très intéressant. L'architecture des loisirs, c'est un sujet qui n'a jamais été examiné chez nous. Et ça peut donner naissance à un master en architecture des loisirs. On est classé parmi les nations les plus tristes. Oui, l'Algérie est triste. Il ne rigole pas souvent. Il a besoin de rigoler, il a besoin de courir, de faire son petit sport, d'avoir ses amis avec lui, sa femme, ses enfants. Toi, l'homme, tu fais le sport, la femme reste à la maison. Allez, on fait ensemble. C'est dommage. C'est une notion de loisir qu'il faut examiner, loisir de plein air. Je ne parle pas de loisirs d'intérieur, les salles de cinéma. Je ne sais pas combien parmi vous a été dans une salle de cinéma. Là, ça me rappelle une salle de cinéma, c'est une salle de projection. J'ai fait du théâtre à un certain moment, j'étais au festival de Mostagadem, c'est un peu l'ambiance de théâtre qui me rappelle ces années de jeunesse. Mais ce qui m'intéressait, c'est les activités de plein air, telles qu'on les voit sur l'écran. Je termine avec les activités, avec les espaces qui ont été créés, les arbres, la pelouse, le gazon, pour arriver à ce schéma. Regardez celle en haut à gauche. En haut à gauche, il y a des couleurs. Vous voyez que lorsqu'on conçoit un espace, on ne va pas mettre un sapin à côté d'un autre sapin, un autre sapin, un autre sapin, et on va avoir que du sapin. Là, on a mélangé la forme de l'arbre, la longueur, la couleur. C'est tout un mariage de couleurs et de formes et de textures. Donc, le paysagiste ne va pas uniquement étudier la forme du paysage, comme on le fait nous, les architectes, la forme du bâtiment. Il va aussi traiter la couleur du paysage comme il traite la couleur du bâtiment. La texture du paysage comme la texture du bâtiment. Et là, ça me rappelle, lorsqu'on parle de paysage, ce que Kevin Lynch a essayé de structurer mentalement la ville, avec ses 5 principes, ses 5 éléments, qui parlent d'imagibilité, que lui aussi a volé. Parce qu'avant lui, il y a Higuchi, qui est un japonais. Notez ça. Higuchi a innové avec les 5 éléments du paysage que Kevin Lynch a volé et qui est venu avec son livre L'image de la cité nous dire c'est mon travail. Nous on sait, mais ce n'est pas son travail. À côté, il y a du cadre bâti, il y a castle, un château. Un château qui n'est pas pour les rois, mais un château pour les individus, les usagers de l'espace qui donne sur le lac, qui va animer l'espace de Central Park. Vous voyez que la diversité paysagère, elle est contenue. Il y a de la végétation, il y a du cadre bâti, il y a aussi des activités. Calèche rouge, en bas, à gauche. C'est une activité saisonnière. Entre le printemps, l'été, l'hiver, qu'on voit en bas.
à droite. Donc, on ne crée pas une activité pour l'été. Et j'ai l'impression que Vijaya fonctionne l'été. Et on a besoin de créer des activités saisonnières pour chaque saison. Des activités quotidiennes entre le matin, midi et l'après-midi, l'espace devait changer de fonction pour de nouvelles fonctions. Je ne sais pas si vous, à Vijaya, avez, comme l'a dit Jane Jacobs dans son livre Death and Life of Great American Cities, et qu'on se pose la question, beaucoup d'architectes me posent la question, qu'est-ce qu'il a dit? Qui c'est Jane Jacobs? C'est l'équivalent de Gordon Cullen. Et qui c'est Gordon Cullen? C'est l'équivalent de Kevin Lynch. Et qui c'est Kevin Lynch? On se pose plein de questions. Bon, je réponds. Jane Jacobs, comme Kevin Lynch, comme Gordon Cullen, qui a fait les analyses séquentielles et serial vision, Jane Jacobs a analysé l'espace urbain. Elle a conclu que l'espace urbain s'organise en segments et que chaque segment est fréquenté par une population bien déterminée, des gens, des usagers bien déterminés qui font des pratiques bien déterminées et que les autres qui sont à droite et ceux qui sont derrière moi ne peuvent pas fréquenter l'espace qui ne leur appartient pas et qu'ils ont eux aussi leur espace. Donc que la ville finalement est segmentée socialement. Là je pose la question à mes étudiants qui sont là, en ville, vous avez votre vision de l'espace. Chacun a sa petite place, son petit café, son petit coin en ville qui l'intéresse. C'est là où il rencontre ses amis. Et chacun de... Ça, c'est pour les étudiants. Mais on peut partir plus loin. Les amis de nos étudiants qui sont là, mais qui ne sont pas universitaires. Chacun aussi a son espace. Le vieux a un espace. La dernière fois, en début d'année, j'ai emmené mes étudiants de master en ville. Parce que Constantine, c'est un pôle qui reçoit des gens, pas uniquement de la région, mais national. Donc ils sont venus, la première chose, j'ai dit, allez, on descend en ville, on va manger. On est descendu en ville, on s'est baladé, on a expliqué un peu les styles d'architecture coloniale traditionnelle qui existe à Constantine. Ça a réjoui le cours d'HCA en pleine nature qui intéressait les étudiants. Mais aussi, ça nous a permis de partir, de leur montrer le chapeau. Ils m'ont dit, qu'est-ce que le chapeau? Regardez le chapeau. Et tout le monde se posait la question, c'est quoi le chapeau? Qu'est-ce qu'il est en train de vous montrer? Et pour nous, le chapeau à Constantine, c'est un petit coin. Un bon public. Un bon public. Mais qui a sa population? Qui c'est? Des vieux. 65 ans et plus. Personne n'est toléré de venir s'asseoir sur le banc. Et j'ai dit aux étudiants, allez-y, c'est vite, allez-y vous asseoir. Et j'ai pris mon appareil photo pour prendre la photo. Et les vieux qui accouraient, c'est pas votre coin. Vous êtes là. Et ça posait beaucoup de choses, et là ça m'a rappelé Jane Jacobs, et je me suis dit, elle a raison. Finalement, elle a raison. Donc on passe à autre chose. Là, c'est une image que j'ai reprise aussi pour vous dire que lorsqu'on fait un espace pareil, croyez-moi, c'est pas la photo qui m'intéresse. Regardez ce que j'ai écrit. Les meilleurs bâtiments de New York sont là, autour de Central Park. Parce que le mètre carré autour du parc, c'est 10 fois le mètre carré à New York. Donc cela signifie quoi? Cela signifie que un espace vert ne donne pas uniquement la propreté à l'espace, le nettoie, ne donne pas uniquement une vision, une couleur, une texture. Il va faire monter le prix du foncier à une vitesse exponentielle. Et là, on est arrivé à voir le Chrysler Building autour du parc de Central. L'Empire State Building. Nous, les architectes, on connaît ça. Mais on ne connaît pas qui les a construits. Vous connaissez certainement l'Empire State, mais pas l'architecte qui l'a fait. Parce qu'on ne reconnaît pas la valeur de l'architecte.
le Plaza, le fameux hôtel Plaza, les grandes résidences des acteurs, le musée d'histoire naturelle, Guggenheim, qui est très populaire chez nous, les architectes, et le Metropolitan Art Museum. Vous voyez les images, là c'est l'image qui m'intéresse, c'est pas l'écrit. Et la vue plongeante sur Central Park avec toute sa diversité bleue, vert et les gratte-ciel tout autour qui donnent un paysage féerique, un paysage de rêve. Et j'ai essayé de mettre un petit schéma en haut pour montrer le contraste, pas entre clair et obscur, mais entre vert et bleu. Vous voyez en bleu les étendues des lacs et des cours d'eau, et en vert, les étendues d'espaces verts. Lorsque je parle d'espaces verts, c'est entre arbres, buissons, gazons, etc. Donc on voit un peu le rapport d'échelle entre la grandeur de l'un et la grandeur de l'autre. Là, c'est des vues qui m'impressionnent. À chaque fois que je les vois, je me dis pourquoi pas à Béjaïa, à Constantine, à Alger. Et je sais que le climat n'est pas le seul responsable du manque d'espace vert chez nous. On est responsable. Et je suis là pour vous sensibiliser à penser vert. Je passe rapidement parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous attendent.